Aujourd'hui, je reçois Robert Koenig qui vient nous parler de cet événement dans l'événement, puisqu'il y a 250 ans arrivait la Bounty. Et là, vous venez de sortir un ouvrage. Oui, Martine ne le prend pas en mal, mais je dirais de suite le Bounty, parce que c'était un cargo, un caboteur, un ancien charbonnier. Et donc, nous disons habituellement le Bounty, sauf quand la langue nous fourche, Et bien pourquoi, sûr. pourquoi de temps en temps on entend la Bounty? Non, c'est moi toute seule ou... Non, je pense que c'est l'influence de l'anglais, c'est le fait qu'en anglais, tous les bateaux sont au féminin, c'est pour ça qu'ils ont des sister ships et des choses pareilles, tandis qu'en français, la règle est un peu plus compliquée et Bengt Danielsson, l'auteur du livre, avait toujours insisté sur le fait qu'il fallait donner à un navire le nom du type de bateau que c'était. Voilà. Donc alors, le Bounty. Voilà. Sauf quand la langue fourche. Eh bien voilà, mais même comme je suis un peu sorcière sur les bords, ça marche. Alors, c'est en rapport aussi avec l'événement qui a eu lieu ce week-end. Je pense que la Jeune Chambre économique de Tahiti a eu une initiative extraordinaire et qui est liée à cette association qui s'appelle Bounty Tahiti. Et ils ont voulu mettre en honneur tout ce qui tournait autour du Bounty. Et comme perspective lointaine, comme horizon, parce qu'il faut toujours avoir un horizon, il y a donc la construction de la réplique du Bounty qui est en vue. Et nous, aux éditions High Repo, on connaissait depuis longtemps l'existence du livre de Bengt Danielsson et qui est apparu dans toutes sortes de langues, en suédois, en norvégien, en bulgare, en hongrois, en japonais. Mais il n'y avait jamais eu d'édition française. C'est stupéfiant, ça. Oui, alors Bengt Danielsson s'était personnellement investi, pas seulement pour le livre, mais pour le film. Et la première édition du livre, en langue suédoise, est de 1962. Et Bengt avait été choisi comme conseiller technique pour veiller à l'historicité ou à la vérité ou à la véracité historique. Mais les gens de la MGM et les financiers qui sont curieux de faire réussir un film, ont pris quelques libertés avec l'histoire. C'est romancé pour que ce soit ou plus romantique ou qu'il y ait plus d'action. Voilà, et donc il était un tout petit peu fâché et Bengt a voulu donc réhabiliter la véritable histoire et ça a donné ce livre qui est tout à fait étonnant, ce qui s'est vraiment passé à bord du Bounty. Alors c'est différent du film, enfin des deux films, puisqu'il y a eu le premier film avec Marlon Brando qui a un petit peu mis la Polynésie en émoi à l'époque, puisque ça a changé bien des choses. Et après il y a eu le deuxième film aussi. Il y a beaucoup de différences avec la vérité. Avant, il y avait un premier film, et encore avant, il y avait un tout premier film en 1917, en noir et blanc et en muet. Mais tous ces films, c'était des films qui mettaient en avant le mythe. Le mythe, c'est-à-dire la projection d'une image. Mer du Sud, Tahiti, le paradis, la rencontre entre un homme et une femme, mais toujours les mêmes hommes qui viennent de l'extérieur et toujours les mêmes femmes qui viennent d'ici. Et donc, c'est une histoire, enfin le mythe est une simplification et c'est très pratique parce que ça permet de faire rêver et je pense que le film de Marlon Brando avec Tarita fait encore rêver. Mais on sait très bien qu'il y a une très grande différence entre le mythe et l'histoire. Et la réalité. Alors, quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Moi, je pense qu'on va apprendre tout depuis le début, c'est-à-dire la raison de l'expédition, pourquoi ça a été choisi, pourquoi... C'était les plans de Ourou, ça, c'est c'est la vraie histoire ou pas? Ah, c'est la vraie histoire. Voilà, pour aller nourrir les Noirs, les esclaves qui étaient dans les plantations, et il fallait leur ramener ces plans de Ourou. Sinon, c'est...
C'est la mondialisation déjà à cette époque-là. Le capitaine Bligh, qui n'était pas encore capitaine, qui n'était que premier lieutenant, a travaillé pendant 4 ans dans le commerce triangulaire. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait le trafic entre l'Angleterre, l'Afrique, cherchait des esclaves. Ah, c'était un négrier. C'était un négrier, on pourrait le dire. Il a travaillé dans ce cadre-là pour le compte de son beau-père. Mais je veux dire en même temps que Bligh et un certain nombre d'hommes de son équipage avaient déjà séjourné à Tahiti. Et donc, ils connaissaient tous ce que nous appelons peut-être d'une manière banale le Uru, mais qui porte un nom magique. Quand même, quand on dit le Uru, bon, c'est une chose. Mais quand on dit l'arbre à pain, et même si on le dit en latin, Artocarpus altilis, l'arbre à pain, vraiment, c'est ça que ça veut dire. C'est quelque chose de mythique. Oui, ça correspond un peu à Jésus, la multiplication des pains. On se dit, ça y est, on est dans le miraculeux. Et bon marché, parce que pour les planteurs de la Jamaïque, il fallait que ce soit une nourriture bon marché. Bien sûr, ça n'a pas marché, mais en tous les cas, ça a été cette grande expédition. Et je pense que Bengt Danielsson raconte bien les tenants et les aboutissants du point de départ de cette expédition. Une expédition qui était préparée non pas à la hâte, qui était bien préparée d'une certaine manière, mais dans l'équipage, il manquait quelques gendarmes, c'est-à-dire des gens que l'on appelle les marines et qui font régner la discipline à bord. Et comme pour la petite histoire, ce sont des tempêtes qui ont retardé le départ de Bligh et du Bounty dans les mers du Sud. Eh bien, pour ainsi dire, Bligh n'a pas pu passer le Cap Horn. Il a dû rebrousser chemin. Il a dû prendre le long chemin par le sud de l'Afrique, par le sud de l'Australie, par le sud de la Nouvelle-Zélande avant de venir ici. Et en arrivant maintenant, eh bien, c'était merveilleux parce que c'était la saison de l'arbre à pain, mais il était coincé d'une certaine manière parce que c'est aussi le temps des cyclones. Et oui. Donc, entre octobre 1788 et avril 1789, pendant ce très long séjour, 5 mois de séjour ici, c'est vrai que Bligh a pu collecter avec ses botanistes et ses marins un certain nombre de pieds d'arbres à pain, de plants plus exactement, 1015. Mais en même temps, peut-être l'équipage a pris des mauvaises habitudes de discipline. Et quand il est parti, le 4 avril 1789, eh bien, pas étonnant, revenir à la bonne vieille discipline, ça a été dur, surtout s'il n'y a pas de gendarmes. Oui, d'autant que la révolution était dans l'air quand même, puisque 1789, il y avait peut-être des idées qui avaient circulé, puisque quand ils ont dû arriver en Europe, après il y avait le 14 juillet quand même en France. Oui, c'était des temps très très troublés sur le continent, comme on dit en Angleterre. Parce qu'il y avait eu une grande famine aussi qui avait été liée peut-être à des éruptions volcaniques en Islande, ce qui fait que aussi il y avait eu des famines chez les paysans. Je crois que tu fais allusion à la grande explosion du Krakatoa, c'était un peu plus tard. C'était pas le Krakatoa, non, ils se sont aperçus que quelques années, que 89 correspondait à des années de famine qui avaient eu lieu justement à des nuages qui venaient de ce fameux volcan islandais ou un de ses petits camarades, qui à l'époque qui avait effectivement envahi l'Europe de cendres, et ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de bonne récolte pendant 2-3 ans. Bien, écoute, tu as une très bonne explication économique et sociale du mouvement de la Révolution française, mais c'est vrai que tous les événements qui se sont passés à bord du Bounty, et en tous les cas par la suite, la cour martiale qui a dû juger les mutins du Bounty, c'était dans la période révolutionnaire, pas seulement la période révolutionnaire seulement en France, mais aussi pendant la période révolutionnaire où il y avait la guerre entre la France et l'Angleterre et disons la première coalition. Donc c'est vrai que pour les Anglais, il était tellement important que cette mutinerie soit une mutinerie dont les mutins soient jugés mais le plus vite possible. Et d'une façon exemplaire. Comme d'habitude, en plein public, mais 3 seulement, enfin pas 3 seulement, 3 ont été pendus haut et court en tous les cas. Mais hier, il avait été interviewé un des descendants du capitaine Bligh. William Bligh, du futur capitaine Bligh. Il n'était que premier lieutenant à bord du Bounty.
Et il nous a dit que ce n'était pas une mutinerie. Parce que dans une mutinerie, il y a bien sûr le soulèvement d'un navire, des marins d'un navire, mais après, disons qu'il y a la répression et donc les choses sont comme avant, ou pire qu'avant. Tandis que là, c'était pas seulement une révolution à bord du Bounty, au large des Tonga, mais il y avait aussi prise du navire. Et par conséquent, ce n'étaient pas des mutins, mais des pirates, et qu'il fallait les traiter comme des pirates. C'est pour ça qu'on les a pendus, en plus. En plus, on aurait dû les pendre peut-être 2 fois plus. C'est quand même un peu sévère. Parce que c'est vrai que dans les films, eh bien, les mutins, évidemment, sont des beaux gosses. Donc, ce sont un peu les héros, alors qu'à l'époque, non, ils ont été considérés comme des traîtres et des pirates. C'est vrai, mais c'est vrai que le capitaine anglais qui est allé à la chasse des mutins, et qui en a retrouvé quelques-uns qui étaient à Tahiti et qui les a ramenés, mais avec beaucoup de difficultés en Angleterre. C'est ce que raconte bien Beng, puisqu'il y avait 14 personnes qui étaient enfermées, menottées, fer aux pieds et menottées, dans une petite cage. Eh bien, c'est le bateau qui s'appelait la Pandora, parce que c'était une frégate, donc on doit dire la Pandora. Là, je pouvais dire là. Là, tu peux dire là. Et ce bateau a fait naufrage au large de l'Australie. Donc, dans cette histoire du Bounty, il y a toute une série d'histoires totalement différentes, des histoires qui se passent à Tahiti, et ça a été l'objet d'une conférence très très intéressante, parce que lorsque les mutins revenus à Tahiti, séjournant à Tahiti, sont pris par la politique locale, je dis ça à Taoui FM, bien entendu, eh bien, quelques-uns des mutins se sont vraiment mêlés d'une manière active parce qu'ils avaient le savoir-faire, le savoir des armes, etc. Et ça s'est mal terminé pour eux. Ils ont été liquidés du côté de la presqu'île. Oui, voilà, ils voulaient bien les accueillir, mais ils n'avaient pas à se mêler des histoires entre Harry. Oui, et puis peut-être ils devaient donner ce qui était vraiment important, leurs armes ou leur savoir-faire aux gens du pays. Donc il y a dans cette histoire du Bounty une histoire qui est complexe. Une histoire à tiroir, quoi, en fait. À tiroir. Chaque fois qu'on ouvre, il y a des petites histoires. C'est pour ça que le mythe est figé, alors que l'histoire, elle est toujours curieuse d'interprétation, de nouveaux documents, et tout peut-être n'a pas été encore dit sur le Bounty. En tout cas, ça donne envie de se plonger dans ce livre. Donc, c'est votre maison d'édition, Haerepo, qui vient de sortir ce livre. Que s'est-il vraiment passé sur le Bounty? Ce que l'on peut dire, c'est que le livre a été illustré dès l'édition originale par un peintre graveur suédois qui est bien connu, qui s'appelle Peter Heyman. Donc, c'est un hommage. Bengt Danielsson était suédois, Peter Heyman est un suédois. Et la couverture a été réalisée en clin d'œil, comme d'habitude, et d'une manière géniale, par Andreas Detloff. Oui, là, c'est le Ourou qui fait voyager le bateau. Mais c'est le Ourou qui nous fait tous voyager. Voilà, eh bien, merci Daniel. Robert, oui, c'est pour ça. Ah oui, Daniel, mais voilà, Danielsson. Mais ouais, j'étais déjà partie dans le bouquin en me disant, je vais plonger dedans. Dès qu'il est parti, je commence le livre. Oui, merci Robert. Je t'en prie.